Sextech Lab. Bonjour, Olivier Zrati, je suis saltimbanque numérique. Ça veut dire quoi? C'est que j'ai une activité très variée dans le numérique, à faire du conseil, des conférences, de la formation. Et je suis notamment l'auteur du guide des startups qui aide beaucoup de startups à créer leur entreprise. Le marché est très large. Il y a plusieurs types de marchés. Il y a le marché des gens qui n'ont pas accès à l'amour, déjà. Il y a le marché de ceux qui ont accès mais qui ont besoin de renouveler, notamment de gérer correctement dans la durée leur relation avec leur conjoint ou leur conjointe. Il y a des solutions qui servent à augmenter le plaisir physique ou émotionnel dans la relation avec les uns et les autres. C'est un marché universel, hein. Il est vieux comme Hérode, comme on dit, hein. Il est très ancien. Maintenant, la grande question que je me pose, c'est comment faire en sorte qu'il ne soit pas trop artificiel. C'est-à-dire comment faire en sorte que par le logiciel ou par le matériel, on ne fasse que créer une espèce de plaisir trop artificiel, alors que le plaisir principal, il est lié à l'émotion et à l'expérience personnelle. Donc c'est un sujet assez compliqué en fait, dans la réalité. Alors, on peut probablement s'attacher à un objet connecté, mais à une condition, et qui d'ailleurs est vérifiée dans la durée depuis quelques décennies, c'est que cet objet soit associé à du contenu et à de la relation avec les autres. Pourquoi on est attaché à son téléphone? C'est un objet, le téléphone. Ben, son smartphone, il nous alimente de manière continue en relation avec les autres, en contenu, comme son ordinateur, comme sa télévision, comme sa tablette. Et donc on voit bien que ces quatre objets, qui sont les quatre écrans habituels de la vie de tous les jours, on y est relativement attaché parce que via l'objet, via l'écran, on a accès à toutes sortes de stimuli émotionnels. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que ce type d'attachement peut se retrouver dans un objet qui n'a pas d'écran, qui ne parle pas? C'est pas évident ça. Et très souvent d'ailleurs, un objet connecté, on y accède au travers d'une application qui est sur les fameux écrans qu'on aime bien. Et donc si on enlève une application à un objet connecté, souvent l'objet connecté il est un peu tout nu, quoi. Il n'y a plus rien, il ne reste plus rien. Donc en fait il y a une espèce de complémentarité qui se crée entre l'objet lui-même qui parfois est assez abscon, on ne sait pas trop ce que ça fait, et c'est l'application, le contenu qui va avec, qui l'enrichit. Et donc il y a cette forme de dualité qui je pense reste importante. L'objet qui parle ou qui a un écran, il est déjà un doudou. Parce que l'usage est récurrent, il y a du contenu dedans, il y a de la relation avec les autres, il y a de l'émotion. Donc tout ce qui apporte de l'émotion par le contenu, structurellement, se retrouve dans la situation d'être générateur d'un usage permanent qui fait qu'on en a tout le temps besoin. Quelle est la raison pour laquelle on passe son temps sur son téléphone? Il y en a plein. Mais l'une des raisons, c'est qu'on vérifie au travers des réseaux sociaux, qui dépendent de l'âge ou de ses habitudes, qu'on a toujours une relation avec les autres. Et on vit de nos relations avec les autres. Donc tout ce qui nous alimente en relation avec les autres, ses amis, sa famille, le travail ou ailleurs, contribue à faire de nous des êtres sociaux. Alors un objet qui n'a pas d'interface, un objet qui ne parle pas, un objet qui n'a pas d'écran, est beaucoup plus pauvre de ce point de vue-là. C'est pour ça qu'on essaye de le rendre design, on essaie de mettre de jolis boutons. Mais très souvent, c'est dans le contenu émotionnel que la valeur se manifeste. Donc même un sextoy souvent il est associé à une application, il est associé à un contenu, il est associé à une personne, il peut être associé à des visuels, à des odeurs, à des sensations. C'est un mélange. Et d'une certaine manière, les objets connectés, en règle générale, et dans l'univers des sextoys et des sextech, il a vocation à être un peu multisensoriel. Le design dans tout le monde de l'univers des objets connectés, il joue un rôle extrêmement important. Mais le design, il faut le voir de manière globale. C'est un peu ce qu'on appelle le design industriel. Le design intègre l'aspect visuel, les textures par exemple, il intègre la fonction, il intègre la manière dont on le paramètre ou dans le contrôle. Alors très souvent, l'objet est paramétré par autre chose que lui-même. Il y a des objets qui se paramètrent eux-mêmes avec quelques boutons, et il y en a qui se paramètrent via une application. Et donc selon que le paramétrage vient de l'extérieur de l'objet ou de l'objet lui-même, la complexité n'est pas la même, le degré de personnalisation se fait à un endroit différent, et donc on n'a pas les mêmes contraintes. Je suis assez sidéré de voir par exemple qu'il y a beaucoup d'objets connectés qui sont extrêmement simples, à tel point que quand on les voit, on n'a aucune idée de leur usage. Et on ne comprend à quoi ils servent que via une démonstration dans une vidéo, et ou la démonstration de l'application qui le pilote. C'est vrai notamment de tous les objets qui contiennent des capteurs,
ou qui se pilotent juste avec le doigt en tapant dessus. J'en ai quelques-uns pour le sommeil qui existent comme ça, mais tant qu'on n'a pas vu à quoi ça servait, on ne sait pas. Donc paradoxalement, le design, il doit incarner la fonction de l'objet quelque part, il doit incarner une certaine forme de sensibilité par la couleur, par la texture, par la forme, mais il est quand même complété par l'application qui va tangibiliser un petit peu sa fonction et la rendre concrète, quoi. Le conseil, c'est de toujours penser à son client, à l'utilisateur, d'essayer d'en définir ce qu'on appelle un persona, c'est-à-dire un client type, d'arriver à bien segmenter le marché pour comprendre quelle est la taille de la population qui incarne ce personnage. Est-ce que c'est une population qui a vraiment faim et soif par rapport à la solution qu'on veut proposer? À quel prix on va pouvoir le vendre, comparativement à des solutions existantes? Et une question très pratique qui est très business, c'est est-ce que le coût d'acquisition d'un client va être nettement inférieur au revenu qu'il va générer? C'est bête à dire comme ça, mais dans 3 projets sur 4, le coût d'acquisition est supérieur au prix du produit. Alors, une des manières de contourner ce problème-là, c'est de créer un produit qui est addictif, qui génère un usage dans la durée récurrent et qui, de ce fait, permet de générer un revenu qui lui aussi est récurrent. Quand on arrive à trouver la potion magique qui fait ça, eh bien, on peut avoir un business model intéressant. Alors, comment on y arrive en général? On y arrive quand on est capable de renouveler le contenu du produit dans la durée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire du contenu. Et du contenu, c'est du texte, de l'image, toutes sortes de contenus, des stimuli, ça peut être des contenus de nature extrêmement variée. Il faut les varier dans le temps. Il faut en avoir un inventaire, c'est-à-dire un catalogue qui soit aussi large que possible et qui se renouvelle. Et l'une des méthodes, elle est connue, c'est d'essayer de faire appel aux utilisateurs pour contribuer à renouveler le catalogue. Ça s'appelle l'UGC. C'est un terme qui existe depuis plus de 10 ans, User Generated Content. Eh bien, dans les sextech, on peut aussi imaginer d'avoir du contenu généré par l'utilisateur, d'autant plus qu'on est dans l'émotionnel, dans le sensoriel, et la créativité des uns et des autres mérite d'être utilisée au même titre qu'on apprécie pour certains lecteurs les petites nouvelles érotiques, et les auteurs renouvellent régulièrement le genre de l'écrit dans ce domaine-là. Et donc tout ce qui est lié au contenu autour de ces objets-là, autour de ces scénarios-là, doit être renouvelé dans le temps.